Bienvenue dans cette vidéo consacrée au calcul statique. Dans ce tutoriel, vous allez découvrir comment calculer un chevron d'un deux pans. Avant tout, il est nécessaire de créer un fichier statique. Après avoir sélectionné le projet, appelez la fonction « Nouvelle position », puis sélectionnez le type de position à créer. Pour vous aider, plusieurs modèles peuvent être utilisés. Cette liste pourra par la suite contenir vos propres modèles. Sélectionnez votre modèle et cliquez sur « Charger ». Le numéro de position accepte les caractères alphanumériques. Renseignez ensuite une description pour identifier votre fichier. Enfin, cliquez sur « Créer » pour ouvrir le modèle de calcul. L'affichage des éléments dans la zone graphique est paramétrable. Avec la fonction affichage, vous pouvez activer ou désactiver l'affichage des éléments. Pour vous simplifier la tâche, plusieurs modes d'affichage prédéfinis sont proposés. Vous trouverez la configuration de la position dans la partie gauche de la fenêtre. Par défaut, la neige et le vent sont calculés. À partir de 800 mètres d'altitude, l'accumulation de neige en débord peut être prise en compte. Sauf cas particulier, vous devez donc répondre oui. Les valeurs de flèches proposées par défaut sont issues des Eurocodes. Il peut être nécessaire de les augmenter dans certains cas. Avec la norme SIA, vous devez également définir si le matériau est ductile ou cassant. Les composants cassants comme le verre requièrent des flèches plus contraignants. La classe de service détermine le taux d'humidité du bois une fois celui-ci mis en œuvre. Vous devez donc préciser quelle classe utiliser à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Contrairement aux dispositions constructives, la géométrie a une incidence sur le calcul. Ces différents paramètres agissent sur les surpressions et dépressions liées au vent. Vous pouvez également minorer les charges de neige si celles-ci ne sont pas retenues. Dans cette section, vous devrez définir les paramètres des chevrons à calculer. Pour chacun des chevrons, vous devez définir la référence produit du matériau. Ce choix doit être effectué parmi la liste des classes de résistance mécanique disponibles. Les caractéristiques mécaniques associées sont définies par la norme, par conséquent, vous ne pouvez pas les modifier. La section du chevron est ensuite renseignée dans les autres champs. Le poids propre du chevron est automatiquement pris en compte dans le calcul. Vous pouvez contrôler celui-ci depuis la fonction affichage. Indiquez ensuite si les chevrons à calculer se situent à l'intérieur ou dans la zone de débord. Il ne reste plus qu'à déterminer la largeur de bande de chargement du chevron. Généralement, cela correspond à l'anthrax du chevron. Dans cette section, vous devrez définir les sablières ou à défaut, les appuis. 3 types d'appuis sont proposés. Le choix a une incidence sur les réactions d'appui. Pour une sablière non délardée, un pas devra être défini. Vous pouvez le définir d'après le dessous ou le dessus du chevron. Pour une sablière délardée, une largeur de délardement devra être définie. Dans les deux cas, cette valeur est utilisée dans la vérification de la compression sur appui. Si vous n'avez pas de sablière bois,
Renseignez le troisième choix. Sauf cas particulier, les sablières doivent être réglées sur tenue horizontale. La distance entre appuis est réglée sur 0 si la sablière porte sur un mur. Cette valeur impacte la rigidité de l'appui comme défini par l'Eurocode 5. Vous retrouverez des fonctionnalités équivalentes pour définir le faîtage. Contrairement aux sablières, le faîtage est un appui glissant. Il est important de définir la distance maxi entre appuis. Dans le cas de chevrons autoporteurs, vous pouvez supprimer le faîtage. Supprimez les valeurs avec la touche Supr. Dans ce cas, il faudra obligatoirement définir une liaison entre chevrons. La section Profil permet de définir les dimensions principales de votre coupe. Les modifications apportées au profil gauche sont copiées au profil droit. Les hauteurs sont également automatiquement recalculées. La modification de la hauteur sur faîtage impacte la hauteur de mur et du dessous du faîtage. Cela est vrai aussi dans l'autre sens. La sablière peut être décalée par rapport à l'extérieur mur. La modification du débord est liée au champ hauteur de l'égout. Le recalcul est effectué dans les deux sens. La création de profils asymétriques est possible, aussi, la modification des valeurs du profil droit n'impacte pas le profil gauche. Vous pouvez créer autant de pannes intermédiaires que vous le souhaitez. Il y a autant de réglages qu'il y a de pannes. Le curseur présent en première ligne permet d'accéder aux autres pannes. Vous pouvez aussi accéder aux réglages depuis le menu contextuel du clic droit. Cliquez sur l'icône corbeille pour supprimer la panne. Pour créer un nouveau réglage, accédez au dernier réglage, puis cliquez sur le signe plus grand que, une nouvelle fois. En plus des choix déjà vus, vous pouvez également choisir l'orientation à dévers. Pour positionner vos pannes, deux choix sont possibles. Un positionnement en plan qui prend en référence l'extérieur mur, ou en renseignant la hauteur du dessous de la panne. On choisira ce dernier choix uniquement pour une panne à plomb. Attention à bien renseigner le profil sur lequel vous travaillez, gauche ou droit. Cette section regroupe les charges de toit et les charges d'exploitation. Vous pouvez effectuer le chargement de toiture de deux manières. La première consiste à utiliser une conception de toit. Par défaut, nous proposons quelques modèles spécifiques pour décès statique. Vous pourrez ajouter par la suite vos propres modèles. Cliquez sur l'icône crayon pour modifier les paramètres. Votre toiture peut comporter jusqu'à 15 épaisseurs de matériaux. Ces épaisseurs sont appelées couches et sont numérotées de -7 à 7. On placera toujours la structure porteuse, chevron ou panne, dans la couche 0. Les matériaux de couverture sont à définir dans les couches négatives, -7, -6, etc. Pour chaque couche, vous pouvez charger une référence produit. Cliquez sur l'icône arborescence pour ouvrir le catalogue de produits. Le catalogue comporte des matériaux génériques, mais aussi des matériaux issus du catalogue produit de fabricants.
Vous pouvez filtrer les matériaux comportant un poids, en cochant la case correspondante. Les produits comportent un poids exprimé par mètre carré ou par mètre cube. Si le poids est défini en mètres cubes, l'épaisseur de la couche est prise en compte pour le calcul. Pour un matériau dont le poids est défini en mètres carrés, l'épaisseur n'impacte pas le résultat. Le poids au mètre carré reste inchangé. Attention, le poids est aussi pris en compte lorsque la couche a une épaisseur 0. Si vous souhaitez ignorer une couche, vous devez supprimer la référence produit, ou en choisir une sans poids. Le poids propre identifiable par la lettre G est ensuite calculé pour les débords et la partie habitation. Si vous connaissez les poids propres, vous pouvez aussi les saisir directement. Pour y parvenir, supprimez la conception de toit. Les champs seront automatiquement dégrisés. Vous pouvez à présent calculer le système. Nous reviendrons sur ce thème dans un autre tutoriel. Pour résumer, voici les différentes étapes à retenir. Le calcul des chevrons d'un deux pans nécessite de choisir un type de fichier toit avec chevrons. Vous pouvez modifier les éléments visibles à l'écran avec la fonction affichage. Les dimensions et informations nécessaires au calcul sont modifiables dans le volet latéral, situé à gauche. Pour le poids propre des matériaux de toiture, vous devez veiller à bien définir votre conception. Si le poids est défini en mètres carrés, l'épaisseur du matériau n'impactera pas le résultat, contrairement à un poids défini en mètres cubes. Je vous remercie de votre visionnage. Bonne découverte de décès statique et à bientôt dans de prochaines vidéos.